Donc, je demande au vice-président Labarthe de bien vouloir présenter donc le rapport agriculture à énergie positive pour fixer un cadre sur tous les projets énergétiques sur les terres agricoles. Merci, Monsieur Labarthe, de le présenter. Merci, Présidente. Merci de cette sollicitation. Effectivement, l'agriculture à énergie positive et la feuille de route qui va avec a été un axe de travail qu'a choisi le Pôle Agri et sur lequel nous avons maintenant tenu un certain nombre de réunions, de déplacements. Nous avons été visiter aussi ce qui avait pu se faire sur certains territoires et aujourd'hui, donc, nous sommes en mesure, avec les renforts des services et de l'AREC, de pouvoir faire des propositions sur ce sujet, des propositions qui arrivent à point nommé dans le cadre bien sûr que chacun connaît avec ce que nous impose de l'État et notamment le zonage des ZAER, sur lequel il nous faut déterminer là où devront s'implanter assez facilement les productions d'énergie renouvelables. Et puis également la nécessité aujourd'hui avec la pression qui est faite sur l'occupation des sols par un certain nombre de porteurs de projets, peu scrupuleux de mon point de vue, mais qui en tous les cas sont prêts à anthropiser les meilleures terres agricoles pour pouvoir développer notamment du solaire au sol. Donc tout ça mérite effectivement que la région puisse se positionner. C'est le souhait qui a été fait avec une large participation de beaucoup de conseillers régionaux intéressés par ce dossier. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en mesure de proposer une véritable feuille de route qui, je crois, est peut-être intéressante dans le sens où l'agriculture, elle doit assumer 3 piliers. C'est dans tous les cas ce que nous avons affirmé à travers ce travail-là. Le premier, c'est évidemment la souveraineté alimentaire. Il est hors de question que l'agriculture puisse être dévoyée de sa fonction principale. Le deuxième sujet, c'est de pouvoir s'appuyer sur la question des énergies renouvelables pour bâtir une agriculture durable. Et le troisième pilier, c'est évidemment de la production d'énergie en milieu rural, de façon aussi à pouvoir ramener de la plus-value à la fois sur les exploitations, mais également dans les territoires, puisqu'il y a toute l'économie de la filière avec l'entretien et tout ce qu'on peut imaginer, et les constructions qui peuvent bénéficier effectivement au territoire. Donc la proposition qui vous est faite aujourd'hui va complètement dans ce sens. On ne s'appuie pas bien sûr sur une seule possibilité et un seul développement. Il y a tout ce qui va concerner les énergies bien sûr photovoltaïques. Alors la région accompagne déjà depuis un certain nombre d'années ce type de développement, mais je crois qu'il s'agit maintenant de pouvoir réaffirmer le temps d'avance qui a pu être pris avec le pacte vert, notamment sur la question de la transition énergétique qui doit véritablement être au service de la transition agricole et les contrats d'agriculture durable d'ailleurs qui sont en train de se déployer, et j'en suis très satisfait sur le territoire, ont aussi à considérer ce sujet au moment où chaque exploitant se pose la question sur la stratégie à mettre en œuvre d'une façon globale sur son exploitation. Donc ça peut être un axe qui, de mon point de vue, peut être important. L'idée donc c'est également de s'engager en s'opposant aux projets de production d'énergie renouvelable qui ne seraient pas vertueux pour les acteurs agricoles et pour les acteurs territoriaux. Donc là c'est un peu ce que je viens de vous dire avec le développement au sol. Il y a une forme de photovoltaïque qui est tout à fait intéressante et nécessaire de soutenir. Ça peut être sur les toits, mais en aucun cas ça peut être une activité qui vient contredire finalement la capacité de production et l'activité nourricière des sols. Donc nous nous opposons véritablement à ces questions-là. Pour autant, des nouvelles techniques et des nouvelles technologies sont pour autant à explorer, notamment sur des productions à forte valeur ajoutée. Je pense à la vigne, je pense à l'arboriculture ou des questions comme ça, où la combinaison des deux peut être possible. Donc c'est ce qu'on essaye aussi d'expliquer dans ce rapport. Et un autre sujet qui nous a paru très important, c'est le fait de devoir interpeller l'État sur les impacts d'un cadre réglementaire pour finalement des développements qui sont assez nouveaux, mais qui nécessitent, comme on a pu le voir par exemple sur la méthanisation, des cadres réglementaires qui puissent qui puissent évoluer de façon à ce qu'on puisse avoir finalement des projets qui voient le jour, et surtout des projets qui voient le jour partout. Sur la question de la méthanisation, c'est par exemple l'injection qui est aujourd'hui revalorisée et qui a un retour sur investissement très intéressant au dépend finalement de la cogénération qui elle est restée dans les starting blocks puisque son prix n'a pas été réévalué.
Malheureusement, comme vous le savez, la plupart de nos territoires ruraux ne sont pas maillés par des réseaux de gaz et il est donc impossible de pouvoir aller se connecter à des réseaux, donc condamné finalement à faire de la cogénération et de par ce fait, malheureusement, de ne pas trouver l'équilibre dans l'opération. Donc ceux qui sont faits en souffrent, mais ce qu'on sait, c'est que malheureusement, il ne s'en développera pas d'autres. Alors que là, on a une technologie qui pourrait effectivement servir à la fois l'agriculture, bien sûr l'organisation territoriale, mais également d'une façon générale la production des ENR. Donc ça, c'est un facteur important donc, sur lequel on doit aller. Également concerter les acteurs en amont de pouvoir développer ces projets. On a pu voir malheureusement sur certains de nos territoires que si on laisse les acteurs développer tout seuls sans aucune concertation, ça devient vite un problème. C'est la raison pour laquelle on a imaginé une coopérative des solutions. Aujourd'hui, on impose d'ailleurs sur nos financements que cette concertation puisse être faite largement en amont et on voit évidemment les effets qui sont produits en termes d'acceptabilité, puisqu'on est dans n'importe lesquelles des énergies renouvelables sur des questions d'acceptabilité qui sont malgré tout assez complexes à appréhender. Donc l'accompagnement est nécessaire, mais il y a ce côté aussi obligatoire pour pouvoir répondre à l'obtention de la subvention publique, de pouvoir se mettre en mouvement pour pouvoir concerter bien en amont et peut-être réorienter le projet en tant que de besoin. Voilà ce qui est proposé. Donc, il est également proposé de lancer cette concertation régionale auprès de l'ensemble des acteurs sur la question des énergies renouvelables en milieu agricole. Donc, cette concertation sera lancée après la publication du décret d'application de la loi APER, puisque bien sûr, notre proposition s'inscrit dans la droite ligne de la loi APER. Et donc, les premiers éléments qui ont pu être délivrés dans la presse montre que le décret devrait limiter à 25% de la surface agricole couverte par des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, on voit bien qu'il y a des sujets qui méritent d'être repris dans le plan que nous proposons aujourd'hui et je suis convaincu que le développement de ce type de production dans l'agriculture est encore une fois possible, il doit être accompagné et c'est la volonté qu'on a voulu affirmer à travers la proposition qui vous est faite aujourd'hui et qui va être d'ailleurs développée par certains autres de mes collègues. Voilà, Présidente, ce que je pouvais dire sur ce sujet-là qui nous paraissait important à l'introduction du débat. Je vous remercie. La parole est à Judith Carmona pour 3 minutes, qui sera suivie par Jean-Luc Yelma pour 5 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, alors que l'État met en œuvre la loi d'accélération des énergies renouvelables, consulte les communes sur leurs projets potentiels en matière de photovoltaïque, nous sommes toujours en attente du décret sur l'agrivoltaïsme. Il faut le dire, le photovoltaïque au sol fait toujours débat. La Ligue protectrice des oiseaux, dans Centrale photovoltaïque et biodiversité, a écrit « Les projets photovoltaïques envisagés sur des surfaces artificialisées ou en toiture sont réputés pour avoir très peu d'impact sur la biodiversité. Toutefois, lorsqu'ils sont développés au sol dans des zones naturelles ou qu'ils se substituent à des espaces agricoles, ils contribuent à l'artificialisation des sols sur des surfaces parfois importantes, altèrent les habitats et les continuités écologiques et modifient durablement la composition des cortèges floristiques et faunistiques. Le défrichement, le terrassement, le compactage des terres, l'ombrage des panneaux et les clôtures impacteront durablement le fonctionnement des écosystèmes sensibles. Des mesures existent et doivent être mises en œuvre pour concevoir et exploiter des centrales photovoltaïques respectant la biodiversité. Il s'agit en premier lieu d'orienter les projets en toiture ou sur des sites dégradés et ne devrait pas s'étendre sur des surfaces trop importantes. Ce sujet de la surface potentiellement couverte fait aussi débat chez les jeunes agriculteurs qui auraient préféré une surface possiblement couverte à 25% de panneaux plutôt que les 40% annoncés dans le futur décret sur l'agrivoltaïsme qui va sortir prochainement. Parmi les arguments et réflexions des agriculteurs sur l'agrivoltaïsme, on trouve l'atteinte néfaste aux surfaces potentiellement destinées à l'alimentation,
Les toitures et surfaces déjà artificialisées sont un gisement suffisant pour le photovoltaïque. L'artificialisation est durable et néfaste à la production d'herbes notamment. Un impact majeur sur les prix et la disponibilité du foncier pour l'agriculture. Une perte d'autonomie dans les pratiques agricoles. Quand on veut changer par exemple sa culture et qu'on a des panneaux photovoltaïques sur les sols, eh ben bonjour, hein. Il faut s'accrocher les baskets. Voilà. Oui à des projets citoyens sur des toitures et espaces artificialisés. Nous souhaitons vivre dignement de notre métier qui n'est pas de produire de l'énergie. Une dégradation de la qualité de vie au travail et des paysages. Vous l'avez bien vu, l'agrivoltaïsme fait débat. Aussi, dans ce rapport est prévue une phase de concertation que nous saluons. Nous la souhaitons large, associant représentation agricole, mais aussi environnementale. Voilà. Mais alors, la loi sur l'accélération de la sobriété énergétique, c'est pour bientôt ? Merci. La parole est à Jean-Luc Elma pour 5 minutes. Madame la Présidente, mes chers collègues, ce rapport, bien que nécessaire, appelé feuille de route de l'agriculture à énergie positive, est semble-t-il dénué de corporéité, un peu d'ailleurs à l'image des interventions de votre troubadour et de son jongleur du jour, pour ne pas les nommer, M. Lacaze et M. de Almeida Chavez. Vous soulevez dans ce rapport, Madame la Présidente, le fait que le secteur agricole est peu rémunérateur et par conséquent peu attractif. Mais à qui la faute? Qui prône depuis des années les accords de libre-échange? Qui donne un blanc-seing à la concurrence déloyale qui circule en Europe? Qui s'oppose aux retenues d'eau, mettant en péril certaines exploitations agricoles? Qui lance des campagnes anti-viande, mettant à mal les éleveurs? Qui incite à faire disparaître les vaches en prétextant qu'elles sont la principale cause du réchauffement climatique? Qui sont les précurseurs de l'agribashing? Qui sont ceux qui ont mis en opposition l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle? Eh bien, Madame la Présidente, ce sont vos amis. Passons maintenant au cœur du rapport. Pour mémoire, l'agriculture à énergie positive est un mode de production agricole qui se base sur 3 grands principes. Réduire les consommations d'énergie, récupérer de l'énergie et produire de l'énergie. L'objectif est, pour un système, de produire plus d'énergie que de non consommer et de maximiser son efficience énergétique et sa résilience. Cependant, il est difficile d'évaluer la réelle consommation d'énergie des activités agricoles et l'augmentation de leur efficience énergétique n'est pas toujours synonyme de sobriété. La durabilité des infrastructures de production d'énergie renouvelable et la compétition des cultures énergétiques avec la production alimentaire sont également sujettes à débat. Si l'on ne tient compte comme investissement énergétique que des panneaux et de leur installation technique, hors main-d'œuvre, le rendement énergétique des panneaux photovoltaïques est de 8 pour 1. En revanche, si l'on prend en compte toute la chaîne comprenant le transport des matériels, les fondations, les liaisons au réseau, l'entretien et la maintenance, la main-d'œuvre et la compensation des variations de production, nuit, mauvais temps, etc., par des centrales à gaz déjà existantes, ce rendement baisse à 2 pour 1. Vu tantôt comme un espoir et tantôt comme une menace, l'agrivoltaïsme s'installe indéniablement dans nos campagnes à la faveur du développement des énergies renouvelables. Certains y voient un rempart face au changement climatique, d'autres une concurrence avec la production agricole. Mais nous ne nous trompons pas. Il s'agit bien de produire l'énergie au service de l'agriculture et pas l'inverse. Les promesses de l'agrivoltaïsme, en combinant production d'électricité sur de larges surfaces et protection des cultures face aux aléas climatiques, a de quoi faire rêver. Mais attention aux dérives possibles. La stricte priorité doit demeurer l'installation d'agriculteurs et non de panneaux solaires. Le risque porte, en effet, sur un phénomène de spéculation et de détournement de la vocation nourricière des fermes dans un contexte démographique inédit. Les installations photovoltaïques doivent être installées en priorité sur les terres déjà artificialisées, notamment les terrains pollués, les toitures, les couvertures de parking. L'agrivoltaïsme ne doit pas être une notion marketing qui vise à légitimer un opportunisme foncier et financier dans un contexte économique et climatique difficile à supporter pour le monde paysan. Partout en France, des projets sont portés par des sociétés, souvent multinationales, qui s'enrichissent sur le dos des paysans en les dépossédant de leur autonomie. Pour exemple, dans le Maine-et-Loire, le cas emblématique des serres de Bourgneuf, aujourd'hui dépourvues de toute activité agricole. Dans la Nièvre, pas moins de 2000 hectares de terres agricoles sont menacés par l'installation de panneaux photovoltaïques au sol, sans parler évidemment du projet Solarzac dans l'Hérault. On dit aussi ne pas oublier le stockage du carbone dans les sols agricoles, qui offre un potentiel significatif d'atténuation
du changement climatique tout en entraînant d'autres avantages. La promotion de la mise en œuvre à grande échelle de l'atténuation du changement climatique devrait être une priorité européenne. Mais à l'image de l'Europe, la politique agricole commune apporte à la fois les plus grandes possibilités d'adoption à grande échelle du stockage du carbone dans les sols agricoles et les plus grands obstacles à son essor. Alors que la France est en retard sur les objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par l'Europe, Emmanuel Macron souhaite accélérer les projets d'énergie solaire. Il convient plus que jamais de poser dès maintenant les garde-fous nécessaires pour le devenir des terres agricoles et donc de notre souveraineté alimentaire. C'est pourquoi le groupe Rassemblement national votera ce rapport. Mais nous ne nous trompons pas et soyons vigilants, car la production d'énergie renouvelable a des effets pervers qui sont multiples. Artificialisation qui porte atteinte à la vocation nourricière de la terre, précarisation des paysans, manne financière générant des conflits d'intérêts, perte de la qualité de vie au travail, dégradation des paysages, menaces pour la biodiversité. De même, l'agrivoltaïsme et les centrales nucléaires sur les terres agricoles ont un impact sur la disponibilité du foncier, en contradiction avec les installations d'agriculteurs pour assurer le renouvellement des générations. Notre priorité doit bien être le contrôle du foncier si nous voulons conserver nos exploitations afin de maintenir notre production agricole et non de la faire chuter. Merci. Merci, Monsieur Yelma. La parole est à Monsieur Sébastien Nodari pour 4 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, les performances environnementales 2022 donnent l'Occitanie en deuxième position pour sa production solaire, en deuxième position pour sa production hydraulique et se situe en troisième position pour sa production éolienne. L'ADEME prévoit dans les prochaines années une croissance rapide du nombre d'exploitations agricoles impliquées dans la production d'ENR. Il s'agit donc là d'une réelle opportunité pour les 60 000 exploitations agricoles d'Occitanie. Nos agriculteurs, entrepreneurs expérimentés et acteurs locaux confirmés ont toutes les cartes en main pour tirer profit de ces nouvelles occasions. Pour cette raison, la feuille de route sur l'agriculture à énergie positive va dans le bon sens. J'aimerais cependant revenir sur quelques points. Dans ce rapport, il est question de photovoltaïque, il est question de biomasse, il est question de méthaniseurs, il est question d'hydraulique, mais jamais le mot éolien n'est prononcé. Je me suis donc demandé si c'est volontaire ou si c'était un oubli. Et puis, vous nous avez rassurés. Rassurés car la région dit non sur plusieurs points, et notamment, elle dit non aux projets qui dégradent la biodiversité et les paysages. Notre groupe se réjouit donc de partager avec vous l'intime conviction que l'éolien terrestre est un mode de production d'énergie renouvelable destructeur de paysages et de biodiversité dont personne ne veut plus. Les habitants de nos campagnes n'en veulent plus, pas plus que les touristes qui séjournent dans notre belle région. Rappelons qu'avec 8 parcs naturels régionaux, 2 parcs en cours de création, 1 parc en émergence et 14 réserves naturelles régionales, le secteur du tourisme représente plusieurs milliards d'euros de retombées économiques et 125 000 emplois. À la lecture de ce rapport, nous avons le sentiment que les énergies renouvelables se cantonnent au photovoltaïque au sol. C'est en effet un vrai sujet au sein de nos territoires. Il y a actuellement une pression énorme des investisseurs, souvent étrangers, sur les communes et les agriculteurs, notamment au sujet des centrales de plusieurs dizaines d'hectares. Le sujet fait débat et divise les habitants. Le développement du photovoltaïque au sol ne doit se faire que de manière raisonnée et responsable. La région se doit d'être vigilante sur ce point. Elle se doit de l'être également en distinguant bien les projets de centrales photovoltaïques vertueux des projets agri-alibi. Toute la difficulté est là pour les collectivités qui doivent donner leur avis. Notre agriculture ne doit pas perdre l'essence de son métier, l'autonomie énergétique ne se faisant pas au détriment de l'autonomie alimentaire. Si les deux activités peuvent être parfaitement complémentaires, la production agricole doit être maintenue en tant qu'activité principale afin d'éviter toute dérive. Il ne faut donc pas oublier un gisement très important dans le monde agricole, les toitures. Les exploitations agricoles disposent souvent de grandes surfaces de toitures bien adaptées pour accueillir un système de production d'électricité photovoltaïque. Le potentiel de ces surfaces représente un enjeu non négligeable pour le développement de la filière, mais ces investissements sont coûteux, tout comme les raccordements. Aussi, le rôle de la région est de continuer à accompagner ces projets et à aider les travaux de désamiantage des toitures et de solarisation, notamment pour les bâtiments à destination d'élevage. Sur l'écoute que doivent avoir les différents acteurs intervenant sur le projet,
Sur les projets, la région interpelle l'État afin que les communes ne soient pas déconnectées des PLUI et du SRADET. Veillons nous-mêmes à ne pas être déconnectés des chartes départementales et des chartes des parcs qui ont mis en place une série de mesures visant à protéger les territoires. Je finirai mon propos avec une question de calendrier qui a toute son importance dans ce débat. Il est proposé de lancer une concertation régionale auprès des acteurs impliqués sur la question du développement des énergies renouvelables en milieu agricole. Ne reproduisons pas l'erreur que nous avons faite lors de la concertation au sujet du dispositif DJA, à savoir de convoquer les instances agricoles trop tard, au printemps, période pendant laquelle la charge de travail des agriculteurs est plus intense, ce qui ne leur permet pas de se libérer facilement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nodari. La parole est à Madame Mélanie Thisné-Versailles pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Vice-président. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, nous sommes à un moment clé de l'histoire des énergies renouvelables dans l'agriculture, avec notamment la question de l'agrivoltaïsme. D'un côté, nous devons accélérer notre façon de produire des énergies vertueuses, sortir des énergies fossiles. Et de l'autre, notre grande priorité, c'est aussi et surtout de préserver nos terres nourricières afin de viser la souveraineté alimentaire et aussi de protéger nos sols vivants. Parce que les panneaux photovoltaïques, ce n'est pas vertueux tout le temps, partout et à n'importe quelle condition. Vous le savez, à la région, nous faisons en sorte de relever le revenu des agriculteurs et aussi de transformer le modèle avec notamment des produits et des outils très innovants comme la foncière agricole et les contrats d'agriculture durable. Aussi, soutenir les énergies positives pourrait sembler une évidence, tant cela nous permet de répondre à l'enjeu économique des agriculteurs et répondre aussi à nos objectifs de transition énergétique de notre pacte vert. Mais attention au double effet qui se coule des énergies renouvelables. Derrière tous les discours vertueux, de nombreux promoteurs, comme l'a souligné Vincent Labarthe, imaginent toujours plus des méga-projets. Les énergéticiens sont sur tous les fronts et nous voyons sur le terrain, vous l'avez peut-être remarqué dans vos territoires, une véritable flambée des projets et prospection hargneuse des développeurs dans le monde agricole. C'est pourquoi la région Occitanie a une nouvelle fois pris les devants et vous présente aujourd'hui sa feuille de route contenant ses positions exigeantes pour éviter que cela devienne le Far West. Il ne faut pas perdre l'objectif de préserver à tout prix nos terres nourricières, car ce tout couper de terres arables est irréversible et contraire à nos objectifs de souveraineté alimentaire. De nombreux débats ont eu lieu entre nous, avec la profession agricole, comme à notre habitude, nous les mettons au centre, pour arriver à une feuille de route intransigeante qui ne laisse pas la place aux interprétations. Nous nous opposons clairement au projet qui remplace au sol une production agricole. Nous nous opposons donc à la prédation des terres agricoles par les énergéticiens et exigeons en Occitanie que les installations des projets à énergie positive aient des retombées nettes pour les agriculteurs. La région Occitanie prend ses responsabilités pour créer une ligne directrice ferme et je suis fière de vous demander d'adopter cette feuille de route. Je vous remercie. Très bien, merci Madame Thisné-Versailles. La parole est à Éric Adoré pour 2 minutes. Merci Monsieur le Vice-président. Madame la Présidente, chers collègues, je sens arriver, je ne sais pas pourquoi, un vote unanime sur ce rapport. On verra. Dans la continuité des politiques régionales déjà mises en œuvre, cette délibération qui concerne la feuille de route pour une agriculture à énergie positive en Occitanie est doublement importante. Elle affirme d'abord la nécessité du développement des énergies renouvelables, ce n'est pas une évidence, photovoltaïsme, méthanisation ou encore bois-énergie et d'autres encore, dans les systèmes agricoles. Et elle propose un cadre d'intervention de la région.
Les préconisations du GIEC visent la neutralité carbone à l'horizon 2050. L'agriculture y sera certainement, à ce moment-là, le deuxième secteur d'émissions résiduelles de gaz à effet de serre. Moins de fossiles, plus de biomasse, plus d'électricité, tout en privilégiant la fonction nourricière de l'agriculture. Il est temps d'agir sans pour autant sombrer dans la précipitation, comme pourrait y pousser une interprétation abusive de la loi APER de mars 2023, dont mes collègues viennent de parler, en voulant trop vite et trop mal combler nos retards. Cela nécessite d'accélérer le déploiement des ENR, bien sûr, de mobiliser en priorité les zones déjà artificialisées, ça a été dit, mais surtout de remettre les élus et les territoires au centre du jeu et d'en faire les acteurs clés de la transition énergétique. D'ouvrir la voie à des contrats équilibrés, protégés de l'envolée des prix, qui respectent la biodiversité, l'eau et les sols, et dont les bénéfices sont répartis de manière équilibrée sur le territoire. Dépourvue de pouvoir normatif, la région n'est pas en effet compétente en termes d'autorisation de projet, c'est important de le dire. Elle souhaite pourtant agir sans attendre et inciter les projets vertueux dans une approche territoriale et coopérative, bénéfique aux agriculteurs, aux territoires et à leurs habitants. Elle propose, et le groupe CRC est complètement d'accord avec cet objectif, d'accompagner l'émergence et de soutenir les projets de production d'énergie renouvelable dans le monde agricole, des projets qui concilient à la fois enjeux territoriaux, agriculture durable et régions à énergie positive. Le groupe CRC soutient les deux principes fondateurs. Transition énergétique qui doit se mettre au service de la transition agricole et pas le contraire, et la transition agricole à son tour, vers des modèles d'agriculture durable, doit mobiliser le potentiel des énergies renouvelables. Dans une approche publique d'intérêt général, territorial et systémique, tout le contraire du laisser-faire, du lobbying, de la logique spéculative, du démarchage outrancier des terres agricoles par les énergéticiens zélés, notamment. Notre région a des atouts pour le développement des ENR. La région s'engage désormais dans l'accompagnement de projets vertueux, avec une mise à disposition d'une boîte à outils pour réussir la transition et la construction d'une coopérative de solutions. L'État, lui aussi, doit organiser la planification. En conclusion, oui, il est possible de produire moins et mieux sans porter atteinte à l'emploi ou aux revenus des producteurs. Cela passe par une plus forte incorporation du travail humain, passer le seul renouvellement des générations, de féminiser et mixer les métiers de l'agriculture. En un mot, les travailleuses et travailleurs de la terre et du vivant doivent pouvoir vivre de leur travail et décupler leurs capacités créatrices. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cadoré. La parole est à un des plus grands trois quarts centres du monde, mon ami Yannick Josian. Merci Didier. Madame la Présidente, chers collègues, nous réaffirmons aujourd'hui par le biais de ce rapport notre soutien à l'agriculture. Un secteur qui, nous le savons, est un secteur phare pour l'économie régionale. Un secteur essentiel pour nourrir les habitants et pour mettre en avant la vitrine des produits et savoir-faire de notre région. Il présente aussi un très fort potentiel puits de carbone à préserver pour les territoires et ses habitants dans un contexte de changement climatique. Alors, à la région Occitanie, nous agissons en cohérence en activant tous les leviers pour atteindre nos objectifs. Agir pour une agriculture durable, être à l'initiative, innover pour une région à énergie positive d'une part et pour une agriculture responsable d'autre part, nous a conduit aujourd'hui à identifier une feuille de route ciblée pour une agriculture à énergie positive en Occitanie. Le calcul est simple et nos ambitions sont claires. Une étude de l'ADEME sur la dépendance globale de l'agriculture à l'énergie montre que l'énergie représente entre 12 et 20% des charges variables. Les exploitations les plus consommatrices d'énergie sont les plus dépendantes aux variations de prix. Vous imaginez donc les conséquences que ces charges peuvent avoir sur le résultat des exploitations agricoles. Nos ambitions, comme détaillées dans cette feuille de route, sont claires. Et non, il ne s'agit pas de dire oui à tout, tandis que de l'énergie serait produite et de transformer un producteur en parc photovoltaïque. La production d'énergie doit rester complémentaire à la production agricole, principale vocation de terres agricoles. Comme nous le constatons sur l'ensemble de nos politiques, c'est en travaillant avec les partenaires et les acteurs que les solutions les plus efficaces se dessinent. La concertation qui sera lancée en 2024 avec l'ensemble des partenaires du monde agricole, de l'environnement et des énergies renouvelables
pour aboutir à une véritable coopérative de solutions permettra d'envisager les pistes d'action et de solutions pour coller au mieux à la réalité du terrain et aux besoins des producteurs. Je voudrais parler de 2 exemples agrivoltaïques que je connais bien pour y être impliqué et qui ont du sens. Le premier exemple concerne les ombrières photovoltaïques de la banlieue toulousaine, générant de l'ombre pour la culture de racines de ginseng, plante poussant naturellement en sous-bois et ayant donc besoin d'ombrage pour son développement végétatif. Depuis 2010, c'est l'unique site de production de ginseng en France, le ginseng étant une des plantes médicinales les plus utilisées au monde. L'autre exemple agrivoltaïque concerne les panneaux installés sur le toit de la bergerie de l'exploitation agricole familiale dans le Tarn. L'air chaud résiduel sous les panneaux est récupéré pour sécher du fourrage en grange. Ceci permet d'avoir du fourrage de bien meilleure qualité afin de produire au moins 15% de plus en volume tout en contribuant à l'autonomie protéique. Il y a donc des projets agrivoltaïques qui ont du sens pour la pérennité du monde agricole. Nous croyons à l'émergence de solutions depuis le terrain et non aux postures qui nous laisseraient croire que l'innovation irait à l'encontre du bon sens paysan. Bien au contraire. Merci. Merci. Donc nous allons passer au vote sur le rapport 1207. Donc le vote est ouvert pour ce rapport. Vote contre, abstention. Je vous remercie. Il est adopté à l'unanimité. Monsieur le vice-président Labarthe,